Eh bien, je vous remercie beaucoup, Marlène, d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus que je crois savoir que vous n'aimez pas tellement les interviews. Hein? Pas du tout, vous voulez dire. Bah, vous savez, par contre, ici, c'est pas vraiment une interview qu'on va faire. Si je suis bien renseigné, vous avez eu des velléités vers le dessin. Hein? J'ai fait les beaux-arts avant de faire du théâtre. Vous avez fait les beaux-arts, ouais. Voilà. Eh bien, au fond, ce soir, vous allez reprendre votre ancien métier, vous allez faire votre autoportrait, voilà, vous allez dessiner votre portrait. Voilà, hein, c'est pas la même chose. Hein? C'est dur. Nous allons évoquer essentiellement 6 années. 6 années de cinéma et 10 films, je crois. Oui. Alors, d'une façon générale, avant d'aller plus loin, ces 6 années, est-ce que c'est une sorte de conte de fées qu'on va raconter, ou bien est-ce qu'au contraire, c'est une période de labeur, faite de moments agréables, de moments très désagréables? Oui, c'était un peu un tourbillon. J'ai traversé des périodes où vraiment je ne me rendais compte de rien. Et c'est pourquoi je me suis arrêtée 2 ans, les 2 dernières années, où j'ai voulu faire le point sur moi, sur le cinéma, sur plein de choses. Je regrette rien. Bon, mais nous allons aussi faire un peu le point alors ce soir. Hein. On va commencer maintenant par, d'abord, vous demander d'où elle vient, Marlène Jobert. Vous êtes née à Alger, je crois. Je suis née à Alger, oui. Et puis... j'ai vécu à Alger 8 ans. Après, j'ai fait... Enfin, les plus grands souvenirs que j'ai, c'est la période où j'ai vécu à Dijon. J'ai fait les beaux-arts à Dijon. Et je suis montée à Paris, au conservatoire. Mais je crois qu'il y a déjà, à Dijon, vous avez déjà fait une première expérience théâtrale, non? Vous savez tout, vous. Oui, mon père était militaire, il était dans l'armée de l'air. Et mon frère jouait de la musique, d'accordéon, du piano. Et tous les dimanches, il partait comme ça, jouer dans une petite troupe artistique de l'armée. Et un jour, l'adjudant-chef de cette troupe, qui était directeur de cette troupe, est venu le chercher. Il m'a vu, m'a demandé si je voulais jouer dans un sketch qu'il avait écrit. Je me souviens du titre, ça s'appelait « Tout travail mérite salaire ». Titre absolument honorable. Il m'a demandé si je voulais jouer, évidemment. Moi, je me rendais compte absolument de rien. J'ai dit oui parce que j'étais inconsciente. Et j'avais un culot terrible à l'époque, parce que j'étais inconsciente. J'étais un peu myope aussi, alors même pas mal myope. Ce qui fait que sur scène, j'avais beaucoup d'autorité. Alors on m'a dit tout de suite, il devrait aller au conservatoire. Mais j'étais en même temps aux Beaux-Arts, j'avais 16 ans, je suis entrée aux Beaux-Arts. À l'époque, j'avais plus envie quand même de faire du dessin. Voilà. Et maintenant, vous avez encore eu l'occasion d'en faire du dessin? Non, c'est fini. Fini. Mais c'est fini. Et quelques années après, j'ai voulu essayer de retoucher un fusain. Et je me suis tellement dégoûtée que... Non, pour moi, c'est tout ou rien. Et alors, quand vous êtes monté à Paris, donc... au fond, vous êtes passé d'un conservatoire à l'autre, je crois, non? Vous êtes passé du conservatoire de Dijon au conservatoire de Paris. Ça a parti dans une ligne très classique. Oui, je voulais faire du théâtre. Je ne pensais pas du tout au cinéma à l'époque. Vous avez quoi avec Chamara, hein? Oui, j'étais dans la classe de Georges Chamara. J'ai rencontré une fois qui m'a l'air un charmant homme. Oh oui. Qu'est-ce qu'il donnait comme conseil à ses élèves, par exemple, ce monsieur? Bien moi, quand je suis arrivée, il m'a demandé si j'étais drôle ou si j'étais triste. Alors ça m'a paru aberrant parce que je lui ai répondu ça dépend des moments. Et c'est vrai, tout le monde est comme ça. Et j'avais des grandes nattes rousses à l'époque, j'avais des grands cheveux, mes taches de rousseur, tout ça. Il était évident que je pouvais être que drôle. Et un jour, j'ai quand même voulu, dans un cours de diction, dire un poème un peu dramatique, avec de l'émotion. Et on a découvert quelque chose d'autre en moi. Et c'est ce qui m'a encore plus excitée parce que profondément, c'est ce que j'avais envie de faire. Mais c'était vous découvrir aussi, c'est ça que ça vous a apporté, le théâtre, vous découvrir vous-même alors? Oui, bien sûr, bien sûr. Au fond, c'est ce que vous cherchiez dans le dessin aussi, probablement. Oui. Dessin, je pense que même si je n'avais pas fait du dessin, j'aurais de toute façon fait quelque chose un peu esthétique, ou de la photo, ou de la sculpture, je crois. De la télévision, peut-être. Alors, je crois que vos débuts au théâtre datent de 1963 et que c'est au côté d'Yves Montand qu'on vous trouve... Dans Des clowns par milliers. Je suis venue à Bruxelles, en Belgique. J'ai fait plusieurs villes même, je crois, avec Des clowns par milliers. À partir de ce moment-là, vous saviez que vous étiez en selle, que vous étiez parti, que... Ah non, absolument pas. Je ne savais pas. Je ne pensais pas du tout faire du cinéma, de toute façon, à l'époque.
Pour moi, ça a été une chance extraordinaire que la première année où je suis arrivée à Paris, j'ai joué ce rôle aussi important dans une pièce avec un acteur aussi important qui est montant. Pour moi, ça a été formidable. J'ai eu beaucoup de chance au départ, c'est vrai. Ouais, je crois qu'il en faut toujours un peu. Toujours, bien sûr. Et puis alors, quand même, le cinéma se tourne vers vous. Je crois que le premier, c'est Godard qui se tourne vers vous. Oui, Godard a vu ma photo dans une maison de production. Il avait besoin d'une jeune fille, très jeune fille, qui avait un peu un physique un peu, pas masculin, mais comme ça, très mince, pas de fesses, pour masculin-féminin. Il m'a fait venir et j'ai fait le film. Et puis alors, Nina Companès et Deville se sont tournés vers vous aussi pour Martin Soldat. Oui, là, je n'avais pas grand-chose à faire. Ah, moi, je me souviens de vous, Martin Soldat, vraiment résistante farouche comme ça. J'avais pas grand-chose à faire là. Je vous ai retrouvé après coup, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Non, je crois qu'on peut considérer que votre véritable entrée en scène au cinéma date du moment où il y a un certain autobus qui va s'arrêter dans un certain village, dans un certain film. Et ça, je suis convaincu que tous les spectateurs qui ont vu Alexandre le Bienheureux, puisque c'est Alexandre le Bienheureux, bien sûr, qu'il s'agissait, se souviennent de ce plan. Enfin. Ah, il faut avouer que Yves Robert m'avait gâté. C'est la plus belle arrivée d'un personnage dans un film. Arrivé au milieu du film, cette arrivée en autocar, habillé dans une robe rose bonbon, avec des volants au milieu de tous ces gens qui étaient en noir. Ah, c'était superbe. Oui, mais enfin, il y a aussi cette jupe courte, ces jolies jambes, enfin tout ça, ça porte quand même. Hein. Comment avez-vous rencontré Yves Robert? Eh bien, Yves Robert avait vu Masculin-Féminin. Ah, c'est ça. Et Audiard avait vu Alexandre le Bienheureux. C'est ça, quoi. Mais Yves Robert a quand même un talent tout particulier pour, en fait, découvrir des talents et faire confiance à des gens qui n'ont pas encore nécessairement l'occasion de faire exactement leur maximum. C'est vrai, je crois qu'il m'avait vu au théâtre aussi. Parce que dans le même film, par exemple, il était, je crois, le premier à donner un rôle à Pierre Richard, non? Oui, Pierre Richard a un tout petit rôle dans ce film, mais il est très très bien. Il est très bien, oui. Alors vous y alliez affronter là Philippe Noiret, mais ce qui est très curieux, c'est qu'Alexandre le Bienheureux vous a lancé, mais a également lancé en fait auprès du grand public Philippe Noiret, qui pourtant avait déjà une très belle carrière derrière lui. Mais ce personnage était tellement fait pour lui. Et bien voilà, et à partir de ce moment-là, ça n'allait plus arrêter pour Marlène Jobert. Et celui qui va se tourner vers elle, enfin, celui en tout cas auquel elle va accorder une priorité, je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres qu'elle a refusé, sinon je vais citer Michel Audiard. Oui, Michel Audiard a vu Alexandre, et il a eu envie de me faire tourner. Mais si mes souvenirs sont bons, je crois qu'ils le sont d'ailleurs, il ne faut pas prendre Les Enfants du Bon Dieu pour des canards sauvages, c'était le premier film qu'il réalisait. C'est son premier, moi aussi, oui. Alors comment ça s'est passé là, le tournage d'Audiard? Est-ce qu'il était fort à l'aise sur le plateau? Ah oui, alors j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi décontracté. Même pour son premier film, très très décontracté. On se marrait beaucoup sur ce film. Je crois qu'il a l'intelligence quand même, enfin surtout à ce moment-là, il avait l'intelligence de se baser très fort sur son équipe technique, non? Oui, c'est normal pour son premier film. Bien sûr. Il s'y reposait. Sur nous aussi, il se reposait aussi. Françoise Rosé était formidable sur ce film. Ça a été une rencontre formidable pour moi. Alors parlez-moi de Françoise Elle m'a Rosé. dit des choses comme ça. Elle m'a dit une chose une fois, je me souviens, qui m'a beaucoup frappée et qui m'est restée, dont je me suis rappelée beaucoup plus tard. Elle m'a dit, tu verras, quand tu seras une star, et d'être une star, c'est d'être seule. Et tu seras de plus en plus seule. À l'époque, vraiment, j'ai entendu ça, c'est presque ressorti par l'autre oreille. Puis plus tard, je me suis dit, à certains moments, je me suis dit, ah, mais il y a quelqu'un, un jour, qui m'a dit ça. C'est vrai. Quant à Bernard Blier, lui, il vous a dit à quel moment il fallait déguster le bon Beaujolais et où, dans quel restaurant il fallait aller. Voilà. Alors Bernard Blier aime beaucoup la table. Audiard aussi. Audiard aussi. Mais alors Bernard, lui, entre chaque prise, il ne parle que de ça, il ne pense qu'à ça. Moi, j'aime beaucoup Bernard parce qu'il me fait beaucoup rigoler. Mais vous savez, je me souviens quand ce film, finalement, maintenant c'est un peu habitué à cette méthode, mais enfin, Audiard a amené quand même un style un peu particulier. Son film était fait de séquences assez syncopées, comme ça, pam, 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 on passait d'un truc à l'autre, il n'y a pas de liaison, il y avait un gars qui explosait, on le trouvait ailleurs. Vous pourriez décrire votre rôle, là, oh là là, ça fait longtemps déjà. Ouais. C'est une petite arriviste. Remarquez que dans Alexandre le Bienheureux aussi. C'est une petite arriviste qui ne pense qu'au pognon. Elle n'arrête pas de le dire pendant tout le film. Pas très intelligente, il faut le dire.
Drôle. Vous savez, c'est difficile hein, de décrire ce personnage, parce que ce n'est pas surtout un personnage profond, c'est surtout une espèce de petite caricature. Un croquis, hein? Oui, ce n'est pas un personnage profond comme... Alors vous pourriez peut-être la décrire par rapport au personnage qu'elle côtoie. Hein? Oui, c'est rapports de parenté alors. Oui, elle est la nièce de Françoise Roset, et puis elle appelle sa tante au secours dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle ne supporte pas de se faire avoir, et elle attaque, hein. Elle attaque quand ça ne va pas. Nous allons prendre la séquence où vous allez entrer dans une, comment dire ça, une maison close fermée. C'est un peu stupide, c'est pas une redondance quand même. J'aurais dit que c'est pourtant ça qui se passe. Enfin, en tous les cas, elle est envahie, la maison en question, par des hippies. Ah oui, je me souviens maintenant. Et c'est à ce moment-là alors que un monsieur qui va aussi tourner son premier film, je crois d'ailleurs, Guy Casarin, va se tourner vers vous pour tourner l'Astragale. Je dois l'Astragale pas tout à fait à Guy Casarin, à Pierre Brandberger, le producteur, qui m'avait vu dans une pièce de théâtre où j'avais un rôle dramatique, très intense. Parce qu'il est évident qu'après avoir vu Les Enfants du Bon Dieu pour des canards sauvages, on ne pourrait pas penser à moi dans le personnage d'Albertine Sarrazin dans l'Astragale. Il m'avait vu dans cette pièce, heureusement, parce que cette pièce, je l'ai jouée qu'un mois. C'est une pièce qui n'a pas marché du tout. Il était quand même venu voir. Mais Pierre Brandberger est comme ça. Il est formidable, il va voir toutes les pièces de théâtre. C'est lui qui découvre le plus grand nombre d'acteurs, de metteurs en scène. Il a donc vu cette pièce et il m'a convoqué pour l'Astragale. Je crois que Jean-Pierre Melville aussi était comme ça et allait voir toutes les pièces pour être certain de ne pas rater l'apparition d'un évidemment, il y a tellement de bons acteurs inconnus. Enfin là, en tous les cas, vous alliez avoir la responsabilité pratiquement de tout le film qui allait reposer sur vos fragiles épaules. Oh oui, c'est le plus beau rôle que je n'ai jamais eu. Alors je voudrais vous poser une question très indiscrète. Est-ce qu'avant de jouer l'Astragale, est-ce que vous saviez ce que c'était qu'une Astragale? Non, franchement non. Non plus, je vous l'avouerai franchement. Un petit os du talon, mais il y en a 7 je crois. Il est tellement petit celui-là. Bon, vous n'avez probablement jamais rencontré Albertine Sarrazin. Non, elle est morte un an avant qu'on tourne le film. Mais vous aviez eu l'occasion de la voir dans ses interviews à la télévision, par exemple? Non, mais on m'a fait cadeau toute une bande, une interview qu'elle avait faite à RTL, je crois, ou à France Inter, je sais plus. Non, RTL. Et son mari, Julien Sarrazin, a assisté à tout le tournage. Alors à travers lui, je l'ai mieux connu. Oui, c'est ça. Je voulais vous demander, est-ce que vous vous êtes vraiment préoccupé, alors pendant le temps que vous prépariez ce rôle, vous avez vraiment essayé d'entrer dans la peau de ce personnage, vraiment, ou bien non, vous avez interprété quelqu'un comme ça, sans vous soucier d'être une sorte de reflet, vraiment? En général, je ne fais pas comme ça, parce que il y a des expériences, de la documentation technique qu'il faut connaître, c'est-à-dire comment se comportent les gens en prison, enfin, toute une ambiance qu'il faut apprendre et voir avant de commencer un film. Mais en général, je fais passer le personnage à travers moi. Je m'imagine dans cette situation. C'est ça. Alors je peux vous demander de nous rappeler en quelques mots cette situation pour les gens de qui l'Astragale. Oui. Le personnage s'appelle Anne. Au début du film, elle est en prison, elle s'évade, et c'est en s'évadant qu'elle saute un mur de 7 mètres et elle se casse l'Astragale. Et c'est dans son évasion qu'elle rencontre son futur mari, Julien. Et tout le film, ça va être des retrouvailles. Le scénariste a choisi à chaque fois les retrouvailles, ce que je regrette un peu, parce que je trouve que l'attente de deux êtres qui s'aiment et qui ne peuvent pas se voir, parce que quand il y en a un qui est en prison, l'autre est en liberté, après ça va être le tour de l'autre, cette attente qui aurait pu être chouette. Et là, on ne voit que les retrouvailles. C'est pour ça qu'à mon goût, il y a beaucoup trop de scènes d'amour qui se succèdent. Mais sinon, c'est une très belle histoire, c'est une merveilleuse histoire d'amour. C'est agréable de jouer en face d'Art Buchholz. Oui, pourquoi c'est un partenaire qui tient le coup, oui. Ça va. Bon, alors évidemment, nous avons choisi une séquence au cours de laquelle on va
participé à ces amours assez tumultueux, ce fait c'est une passion. De passion, voilà, justement, oui. Donc inévitablement de déchirement. Passion déjà mais calme. Bon. Eh bien, on va voir la séquence qu'on a choisie. Vous direz après si, à votre avis, elle reflète l'ambiance. Oui. C'est dur de jouer une scène comme ça? Oui. Elle était, à votre avis, représentative? Oui, parce que, en fin de compte, c'est un cri déchirant, ce film. C'est ça. Moi, je voudrais franchement, vous disiez là au sujet de Kazari qui a peut-être eu tort de montrer seulement les rencontres amoureuses entre les deux personnages et pas l'attente. Je crois aussi qu'il a eu tort de vous déshabiller aussi souvent dans le film, non? Mais toujours de manière un peu semblable, d'ailleurs. Oui, c'est un peu gratuit. Et puis, c'est uniquement pour ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on ne voit à chaque fois que leur retrouvaille. Deux êtres qui sont plusieurs mois séparés. La première chose qu'ils font, ils se jettent dans les bras l'un de l'autre. Et on ne montrait que ça. Alors automatiquement, c'était multiplié et on ne voyait plus que ça. Moi, j'aurais souhaité que l'on filme un peu l'attente. Et c'est terrible, l'attente. L'attente. Puis d'être tout seul comme ça. Elle le dit, j'en ai marre d'être d'une tôle à une autre. Elle en peut plus. Et puis, elle est surtout mutilée avec cette jambe qu'elle traîne, ce pied. Kazari est un garçon que je saisis mal, je vous le dirai franchement. Mais par contre, le réalisateur avec lequel vous y êtes tourné après, je le connais mieux. Et je vois si bien la manière enveloppante dont il a dû vous aborder pour commencer à vous raconter l'histoire du film qu'il avait tourné avec énormément de fioritures comme ça et beaucoup d'onction. C'est René Clément, évidemment, dont je parle. Est-ce que je me trompe ou bien est-ce que c'est comme ça que les choses sont passées? C'est d'abord Sébastien Japrisot qui m'a raconté l'histoire. Je me souviens, le jour où il m'a raconté cette histoire, j'étais folle parce qu'il a un don pour raconter terrible. Alors j'étais là, plan par plan, j'ai vu le film avant qu'on le tourne. Puis après, j'ai rencontré Clément. Donc quand vous rencontrez Clément, vous êtes déjà absolument persuadé, convaincu, vous lui dites oui avant qu'il ne parle. Oh, écoutez, une histoire pareille, Clément, hein. Oui, il n'y avait pas de problème. Mais il y avait Bronson quand même. Bronson, j'avais vu dans Adieu l'ami. Oui. Ah, ouais. Non mais à l'époque encore... J'étais trop contente que l'on me propose des choses intéressantes. C'est après que je suis devenue un petit peu plus difficile. C'est une question de hasard, vous savez, le cinéma. Mais on va quand même pas passer comme ça la séquence sans dire un mot de Bronson. C'est un personnage qui m'intrigue, moi, Bronson. D'abord parce que je l'ai jamais rencontré, et puis je ne sais pas. Bon, alors, je vais être franc. Est-ce qu'il était intelligent? Eh bien, écoutez, à l'époque, c'était le premier film que je tournais en anglais. Ce qui fait que mon anglais, n'était pas terrible. Ce qui fait qu'en dehors de mon texte, le peu de mots que je disais, je pouvais pas essayer de le connaître. Je pouvais pas essayer de fouiller pour savoir qui était M. Bronson. On avait seulement des rapports très polis, très simples, gentils. Mais j'aimerais le rencontrer maintenant pour savoir si ce que vous me dites est vrai. Je sais pas, je peux pas vous répondre. Ceci dit, je crois que c'est, malgré cette espèce d'assurance dont il donne l'impression à l'écran, je crois qu'en fait c'est un acteur inquiet, non? Qui est assez inquiet de bien faire. De toute façon, moi je vais vous dire quelque chose, le public se fiche complètement si vous êtes ou non intelligent. C'est ce qui passe à l'écran et c'est la personnalité que vous avez à travers les personnages qu'on vous demande d'interpréter. Bronson, il ne fait rien et il est terrible. Il est là, il a un sourire, des yeux, des fentes, c'est pas des yeux, il regarde, il bouge pas, il est terrible. Il fait très bien le Bronson. Je suis pas mal dans Bronson. Alors pourquoi lui demander autre chose? Il est formidable dans ce qu'il fait. Ah oui, c'est d'accord. Oui. Mais enfin, quand même. Moi, comme acteur, il est très bien. Je n'ai pas dit que je voulais vivre avec lui. Ouais. Non, parce qu'effectivement, je crois que c'est là-dessus d'ailleurs que Clément et Japrisot, déjà à la base, avaient joué. Il y a un rapport de force, enfin. Oui, je crois que la chimie des deux personnages était exceptionnelle dans ce film. Oui. D'ailleurs, nous allons les voir à l'œuvre maintenant. C'est un chat. Moi, j'étais une petite souris. Alors ça, évidemment, ça plaît. Love, c'est Japrisot qui a inventé ça ou bien c'est une invention de Bronson? Non, Love, c'est Japrisot. Il a beaucoup d'idées comme ça. Oui, et les petits jeux qu'il y a dans les scénarios de Japrisot, le verre avec les pièces de monnaie dans Dieu l'ami, les noix ici dans le Pasolé d'appui, c'est Japrisot aussi. C'est toujours Japrisot, oui. Et où les invente-t-il, ces petits jeux? Oui, il passe sa vie dans les bars. Non, il a de l'imagination, c'est tout.
Bon, alors le prix Triomphe, vous l'aviez déjà eu, mais ici c'est le Triomphe. Je crois que c'est encore plus important. Ça, oui. Mais je crois que c'est à partir de ce moment-là aussi que ça va devenir un peu vertigineux, non? Oui, parce que là, il va y avoir un tourbillon, série, c'est quoi, parti. Les doigts croisés, des quatre prodigieuses, les mariés de l'an 2, dernier domicile connu, ça s'arrête plus. Bon, on va pas passer tous ces films en revue l'un par l'autre. Enfin, vous avez quand même rencontré à l'occasion de ces tournages des personnages qui appartiennent en quelque sorte à la mythologie du cinéma. Enfin, Kirk Douglas, on l'a vu dans tous les rôles possibles et imaginables, pratiquement. Quel homme est-il? Il a aussi, dans le privé, ce sourire. Lui est très gentil. Il est très gentil, parle français, sa femme est française, ce qui est un avantage pour essayer de connaître mieux les gens. Oui, je note, donc si je peux le rencontrer un jour, c'est intéressant pour moi aussi. Oui, il est vraiment très, très, très gentil. Ce qui est formidable, c'est que pendant tout le tournage, il coopère, il essaye d'améliorer les choses dans le scénario. Tous les jours, il repense profondément à la scène que l'on va tourner. C'est très passionnant de tourner avec lui. J'ai gardé un très bon souvenir de ce film qui était tourné en Écosse et où j'ai eu très très froid. C'est une comédie qui est charmante, qui n'a pas du tout marché en France, bien au Japon, je crois. On comprend pas... C'est-à-dire que, voilà, le problème de ce film, je crois, c'est que c'est un film qui était tourné complètement en anglais, donc, et je suis professeur de français et de football à Londres. Alors, imaginez que pendant tout le film, je fais plein d'erreurs de français, mais qui sont toujours drôles. Et ce film est passé en français, en France, redoublé. Donc, il y avait plus d'humour et il y avait... Bien sûr. Bon, et puis, pas très bien sorti, il n'est pas très bien sorti. Bon. Alors, tout à l'heure, je vous demandais si Philippe Noiret n'était pas un peu nounours avec ses partenaires. Maintenant, je vais vous demander si Orson Welles n'est pas carrément ours avec ses partenaires. C'est-à-dire que j'ai eu très peu de rapports avec Orson Welles. Et je ne pourrais pas dire vraiment pourquoi. Il est resté assez dans son coin. Je crois qu'il y avait qu'Anthony Perkins qui avait un peu de rapport avec lui. Sinon, non, je n'ai pas pu le connaître, je n'ai pas pu... Il se passait une chose, c'est que nous tournions en Alsace, qui est une région absolument extraordinaire. En plein mois de juillet, les arbres croulaient de fruits, c'était vraiment très beau. J'avais loué une petite maison, chacun avait loué sa petite maison, ce qui fait qu'en dehors du tournage, pouf, tout le monde s'en allait. Et pendant le tournage... Je ne sais pas qui est Orson Welles, j'aurais bien aimé savoir. Et l'histoire des faux nez qui se collaient d'une Non, alors là, c'est un problème, c'est qu'il ne voulait absolument pas qu'un maquilleur le touche, et il s'est complètement trompé sur son nez, tout le monde lui disait, mais il était sûr d'avoir raison. Mais je crois qu'il a accentué légèrement son nez d'une scène à l'autre, quand il était en colère, il le rendait plus courbe. Non, c'est-à-dire que c'était, vous savez, il a un tout petit nez, Orson Welles, tout petit, il trouve qu'il est trop petit. Parce que le reste est quand même bien rempli. Alors comme il a un tout petit nez, à chaque fois et très souvent, il le grandit avec de la pâte, vous savez, malléable. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, la pâte n'est pas la même couleur que la peau, et vous n'avez pas quoi. Et puis il y a eu les mariés de l'an 2, ça c'était la Roumanie, je crois. Oui, non, 4 mois en Roumanie, ça a été dur. C'était dur, oui. Parce que c'était pas un pays très 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 gai, et puis 4 mois partis de Paris, c'était long. Oui. J'avais pas un rôle qui me passionnait au point de supporter tout ça, quoi. C'est un film que j'aime beaucoup, c'est... Oui, gai, charmant. Quand on le voit comme ça, défiler, c'est très agréable. Ouais. Alors, il y avait Brasseur là-dedans aussi. Oui, il y avait Brasseur. Vous avez eu l'occasion d'avoir des contacts avec lui, ça oui? Oui. Si vous pouvez raconter ce que vous voulez, parce que Rapneau m'a déjà raconté sur l'antenne qu'il est arrivé très souvent à Brasseur d'être sous comme une bourrique pendant le tournage. Donc oui, c'était terrible parce que le soir il était sous comme vous dites, et le matin il regrettait, et il était tellement émouvant de regretter que non seulement on lui en voulait pas d'avoir fait tout ce qu'il avait fait la veille, mais il nous gênait. On avait les larmes aux yeux parce qu'on avait envie de lui dire bon, mais c'est pas grave, d'accord, oui, mais on sait que t'étais pas... Oui, c'était terrible. Et il n'y a pas eu d'affrontement avec Belmondo, non? Ah non. Non. Non, je veux dire entre Brasseur et Belmondo. Non, pas du tout. Adorable sur un tournage Brasseur. Enfin, pendant ce tournage. Bon.
Alors, même si je ne suis pas tout à fait chronologique, là, je ne sais pas, vous savez, je veux dire, nous allons revenir maintenant à Dernier domicile connu, mais ça a peut-être été tourné avant. C'est juste après Le Passager de la pluie. Juste après Le Passager de la pluie, bon, d'accord. Mais pour nous, c'est une façon de revenir, parce qu'enfin, hein, c'est une façon de retrouver Paris avec vous, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon. Alors là, je pense que là, vous étiez à l'aise dans votre milieu, non? Avec Lino Ventura, qui doit être un personnage extrêmement rassurant quand on l'a à ses côtés dans un film, je crois, enfin. Mais oui, parce qu'il avait beaucoup plus de métier que moi, et c'était un personnage qui était assis, qui était là, quoi. Et José Giovanni, comment est-il, mais... je crois que c'est le plus grand conteur que j'ai jamais rencontré. José va vous raconter l'anecdote la plus banale, et vous allez être intéressé. Vous êtes là, vous allez écouter, vous allez être émerveillé. Il a une façon de raconter. Il y a une curieuse voix aussi qui fait un peu mal quand... oui, qui part dans l'aigu comme ça. Puis il y a une chose, c'est que quand il vous parle, il ne vous regarde pas. Ah bon? Il regarde à côté. Ou alors au-dessus de votre tête. Mais il sait bien raconter les histoires. Alors, je vais vous demander, vous, justement, de raconter l'histoire. Je vais vous dire tout de suite, voilà, nous allons entrer dans la séquence au moment où Lino vient de se faire tabasser par des truands. Hein. Donc, si vous pouvez raconter à peu près... Oh là là, ne comptez pas sur moi, parce que d'abord, j'ai pas de mémoire, ça c'est vrai, et secondo, je ne sais pas raconter. Et troisièmement, je pourrais me dire qu'un troisièmement, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps, non, bon. Je ne peux pas vous aider là. Alors, moi, je vais essayer. C'est pas assistante sociale que vous êtes, hein, je crois, dans le film. Non, je suis assistante de police. Assistante de police. Ça existe, même en France. Bon. Et on vous a accolé à Lino Ventura pour l'assister. Je crois que c'est ma première mission. Oui, lui est un inspecteur de police plus ou moins mal vu, non? Il est un peu mal vu parce qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. Et vous, comme c'est votre première mission, vous êtes foncé là-dedans, plein d'enthousiasme. Ah oui, avec toute ma bonne foi, ma bonne volonté, tout mon cœur, et j'ai été très déçue, quoi. Ouais. Alors vous voyez, Marlène, moi je vous proposais de passer ceci parce que... C'est pas chaud, hein? Tout le monde est toujours convaincu de savoir moins une chose au sujet de la télévision, c'est qu'il fait chaud dans les studios, il fait chaud en été, mais pas en hiver, non. Alors voilà, mais ce qui est d'autant plus drôle que vous passiez un manteau maintenant, parce qu'on va parler de la poudre d'escampette et du Sahara, vous voyez, en plus. Oh, bah, croyez pas, il faisait froid aussi. Il faisait froid aussi. Le vent était glacé. Bon. On a tourné ça en janvier-février quand même. Hein. Oui. C'est pas à ce moment-là qu'on attrape des coups de soleil, alors? Non, pas du tout. Eh bien, quel souvenir vous reste-t-il de ce film, que moi j'ai beaucoup aimé? Alors, le sud du Maroc, c'est sublime déjà. Ça vaut le voyage. Ensuite, on s'est beaucoup amusé et... Enfin, pour moi, ça a été des vacances parce que vraiment, on a changé beaucoup d'endroits dans le sud du Maroc. Et pour moi, ce que je vois a tellement d'importance, le plaisir des yeux est énorme. Alors, je me suis régalée. Et Michael York est un gentil garçon. Il parlait français, lui, dans le film? Oui, il parle bien, mais il parle bien français, Michael. Il parle bien français, bon. Bon, alors ça a dû être effectivement assez amusant. Là, vous êtes la femme, si j'ai bonne mémoire, la femme d'un ambassadeur, non, c'est ça? D'un consul. Un consul, je suis la femme d'un consul. Et je crois que j'en ai marre d'être la femme d'un consul. Oui, et que je trouve que cette aventure-là tombe pas mal. Mais il me semble que vous avez un manteau, vous avez retrouvé la mémoire, non? Comment? Il me semble que plus vous avez un petit manteau, vous avez retrouvé la mémoire. Non mais attendez, plus on va, moins c'est loin. Bon, tant qu'à choisir une séquence là, évidemment, on allait quand même prendre quelque chose qui se passait dans le désert, quoi. Oui. Mais vous devriez très loin de tout ce qui était... Ah, vraiment? Ah bah tiens, là j'ai un truc à vous raconter. Oui, alors allons-y. On tournait dans le désert, et vraiment ce qui s'appelle dans le désert, hein, 1h30 de piste. Nous étions déjà dans le désert, dans un hôtel en plein désert, mais il fallait encore faire 1h30 de piste, parce que Philippe de Broca avait repéré tous ses décors en avion. Il ne se rendait pas compte ce qu'il fallait faire en jeep tous les jours. Et donc 1h30 de ce qui représente beaucoup de distance quand même. On tourne dans un endroit... Et il y avait une tente de bédouins. Alors c'était déjà aberrant parce qu'on se disait mais c'est pas vrai, mais d'où ils viennent, où ils vont, pourquoi sont-ils si loin avec vraiment 2 chèvres, un petit enfant et on voit... Donc c'est vous qui pensiez ça des bédouins et pas les bédouins qui pensaient ça de vous? Non, on ne pouvait pas savoir ce qu'ils pensaient, ils ne parlaient pas la même langue. Enfin, ils devaient être un peu surpris aussi. Quand même. Ah oui, très surpris, vous pensez. Mais c'est très sauvage, hein, on ne les voyait pas, rien. Bon, on le retourne un jour, le lendemain on retourne. Et après une prise, l'après-midi, il était 3h de l'après-midi, je me souviens, c'était le jour de la fête des rois. Le producteur nous dit, vous savez ce qui s'est passé dans la tente à côté? Ah oui, j'ai oublié de vous dire que... Oui, je sais mal raconter les histoires. Non, mais de toute façon, je sais mal raconter.
on voit passer une dame d'un certain âge avec un espèce un entonnoir en terre sur la tête. On se dit, mais alors, d'où elle vient et où elle va? Le désert, mais ce qui s'appelle le désert. Et puis c'est tout. Bon, alors on tourne, on pense à autre chose, et après une prise, le producteur nous dit, vous savez ce qui s'est passé dans la tente à côté? Un petit garçon est né. C'était la sage-femme, la petite dame qui passait, mais qui venait d'où, qui avait su comment, ça on ne saura jamais. Elle arrive souvent à temps, cette sage-femme. Incroyable. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Je sais pas vraiment, alors là. Et puis on est allé voir la maman, qui était toute droite, toute huilée, parce que je sais pas, elle se met de, je sais pas quoi, une huile jaune partout, très fière, très tendue, en sueur. Et le petit bébé enveloppé dans plein de chiffons, un tout petit paquet comme ça. C'était très très émouvant parce que elle était toute seule, son mari n'était pas là. Il y avait un tout petit garçon de 5 ans et elle venait de mettre au monde cet enfant. Et la sage-femme est repartie, qui est repartie vraiment, 6 heures de marche, je sais pas. Et ce moment, vous ne savez pas si elle savait ce que c'était que le cinéma ou... Non, ce sont des gens trop sauvages, ils ne sortaient pas de leur tente, c'était... Non, ils ne voulaient pas voir ce qu'on faisait. Et bien alors, inévitablement, ici, nous allons voir une séquence de désert. Hein. C'était oui, des choses qu'on peut choisir. Le film, tout le décor, c'est le désert. Alors, vous allez voir vos films, quand même, généralement? Oui, je vais d'abord tous les soirs aux Roches, et puis après, eh bien, je les vois quand même, oui. Vous préférez aller voir les Roches, parce que je sais que d'aucuns préfèrent ne pas les voir, parce qu'ils ont peur que ça... Non, moi, je ne peux pas ne pas les voir. Combien de projets vous avez? Voilà, alors je vais vous raconter tout. Le premier projet, c'est un film que Robert Enrico va mettre en scène, que je tournerai avec Jean-Louis Trintignant. C'est un film angoissant, à suspense, avec une atmosphère très tendue. C'est très chouette. Bon. Après, je fais donc ce film que je vais produire de Claude Goretta, avec Gérard Depardieu, qui est un jeune acteur qui va pas rester... Enfin, il va rester jeune puisqu'il est jeune, mais il va pas rester inconnu longtemps parce qu'il a un talent terrible. Il est vraiment formidable. Vous ne le connaissez pas? Non. Alors, vous allez le connaître bientôt parce qu'il est formidable. Après, je fais le film que je devrais être en train de faire, mais que je ne fais... que j'ai remis parce que le scénario n'était pas au point. Le titre du livre, c'est Au dingo au château, mais ça s'appellera autrement. C'est un roman de Jean-Patrick Manchette. Ce sera Jean-Pierre Mocky qui fera la mise en scène. Alors là, c'est Jean-Baptiste Japrisot qui est en train d'écrire l'adaptation. Et c'est tellement pile pour lui qu'il est en train de me mijoter un scénario pas mal. Bon. Ouais. Ouais, bah, ça fait... Attendez, c'est pas fini, il y a le Menzel. En dernier, c'est le Menzel. Le film que je vais faire en Tchécoslovaquie. Si je comprends bien, dans 2 ans, vous allez prendre un an de vacances, non? C'est possible, pourquoi pas. On ne peut jamais prévoir. Qu'est-ce que le cinéma vous a apporté, finalement, dans la vie jusqu'à présent? Je crois que j'ai besoin de me passionner. Il se trouve que c'est le cinéma, mais ça aurait pu être autre chose. Alors, si je fais des choses que j'aime, ça va, je suis heureuse, quoi. Et qu'est-ce que le cinéma vous a empêché d'avoir? Empêché d'avoir? Empêché d'avoir. Bah oui, vous avez été tellement occupé, il y a quand même des choses que vous auriez pu faire, éventuellement vous n'avez pas faites. Éventuellement, j'aurais pas fait? Oh. Non. Non. Rien. Non, je me suis arrêtée 2 ans parce que j'ai voulu le faire. Je suis vraiment ravie parce que j'ai pris du recul et vraiment il était temps, quoi. C'est vrai. Vous savez qu'il était temps aussi qu'on ait cette conversation avec vous, parce que vous savez qu'on ne vous connaissait pas du tout. Mais pas du tout. Il y a des gens au sujet desquels on sait tout, comme ça, et quand on les rencontre, finalement, c'est vrai, on se perçoit qu'on n'a pas tellement de choses à découvrir. Mais vous, c'est tout autre chose. Tout ça était tellement vite, tout ça s'est tellement succédé... que finalement, bon, vous étiez comme ça à une apparition d'un film à l'autre, mais le personnage, l'être humain lui-même, on ne connaissait pas. Et je vous assure, comment vous avez annoncé vos projets de production, j'ai ouvert les yeux comme ça, parce que vraiment... Mais oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce il me semble que j'aime trop ce métier pour ne pas le faire jusqu'au bout, et ne pas être à l'origine des choses. Et puis, je vais vous dire, plus ça va, plus les acteurs ont intérêt à être plus ou moins en participation, parce que plus ça va, plus les budgets sont petits, et que si on paye les acteurs vraiment ce qu'ils demandent quand ils sont devenus de grosses vedettes, on n'arrive pas à faire un budget décent. Eh bien voilà, je vous ai dit en commençant que je vous remerciais d'avoir accepté notre invitation, et je vous dis en terminant que nous sommes vraiment ravis que vous ayez accepté notre invitation. Moi aussi, je suis contente.